Un, deux, à deux. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jenny. Je suis là pour vous parler d'un document qu'on a mis en place fin février, donc le 28 février exactement, qui est celui-ci. C'est ce qu'on appelle un registre ou un recueil. On essaie de trouver le bon mot, mais on n'y arrive pas parce qu'on aimerait qu'il n'existe pas. Ce registre, vous allez pouvoir le consulter sous la tente. Et l'objectif, en fait, de cette mobilisation et des actions à venir, c'est d'alerter les gens sur ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce registre ? Ce registre a été rédigé donc, dans le cadre de l'application du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Donc, on parle du masque, oui, mais pas que. C'est vraiment le protocole sanitaire. Pourquoi est-ce qu'on l'a rédigé ? Je prends comme ça, c'est plus facile. Pourquoi est-ce qu'on l'a rédigé ? Alors, ce qui s'est passé au mois de février, c'est que la rectrice a dit à plusieurs moments qu'elle n'avait pas de retour particulier de parents. Il n'y avait pas de parents qui se plaignaient particulièrement, voilà. Bon, si ce n'est peut-être un ou deux, mais voilà, ils n'avaient pas de retour. Bizarrement, nous on a quand même un groupe sur lequel je pense que vous êtes à peu près tous sur Facebook, qui est passé de 500 personnes à 8000 personnes en l'espace de 10 jours, et sur lequel effectivement on a eu énormément de témoignages. Et ces témoignages-là, on a essayé d'en faire quelque chose justement. Donc on a invité les gens même à écrire au rectorat pour dire ce qui se passait. Et ils n'avaient pas de retour. Donc du coup on a mis tout ça par écrit pour leur faire une petite synthèse pour que ça soit peut-être plus facile à lire. Et on leur a transmis. Donc Christelle l'a dit tout à l'heure, ça a été transmis à la préfecture, au rectorat, au syndicat d'enseignants également, au cabinet du département, à la presse évidemment, et via les avocats présentés au Conseil d'État. Ce que ça met effectivement en avant, on a relevé des témoignages de parents, mais on a relevé aussi des incohérences entre ce qu'on entend à la télé, ce qu'ils nous disent dans les conférences de presse, ce qu'on voit sur leurs communiqués, voilà, les informations qui sont données, et finalement la réalité du terrain, ce qui se passe dans les établissements scolaires. Donc, ce registre est fait en 4 parties. On a essayé de le faire de manière la plus concise possible. Dans un premier temps, vous avez les incohérences de ce qui se passe sur le terrain par rapport au protocole sanitaire en général. Je vous prends un exemple, les ventilateurs. Donc les ventilateurs, on a des directeurs ou des enseignants qui ont dit non, c'est interdit de mettre le ventilateur. Eh bien, faux, le protocole dit le contraire. Donc il faudrait peut-être qu'ils le voient. Ça serait peut-être intéressant. Il y a eu autre chose qui s'est mis en place par rapport au protocole sanitaire, les temps de repas pour les enfants. Normalement c'est 30 minutes, un enfant il a besoin au moins de 30 minutes pour manger, c'est passé à 10 minutes dans les écoles. Donc vite, on mange vite, il faut laisser la place aux autres. Le protocole sanitaire ne dit pas ça. Ce n'est pas appliqué de la bonne façon. Lors de la confirmation d'un cas Covid dans une école, combien de parents ont mis des messages sur le groupe en disant « Ouh là là, voilà ce qui s'est passé dans mon école. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ça qui devait se passer? Est-ce que l'école a bien réagi ?» Donc, dans un premier cas, mon enfant y est resté. Dans un deuxième cas, mon enfant a été, l'école a été fermée, la classe a été fermée. Est-ce que c'est normal? Donc, mauvaise information, mauvaise application du protocole à ce niveau-là. Dans le cadre du port du masque, les cours de sport, c'est un exemple, hein, parce qu'il y en a plein, des exemples. Il y a des témoignages d'enfants qui disent qu'ils ont dû faire du sport, donc courir ou autre, avec le masque. Alors, au-delà du fait que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour s'imaginer que, bien sûr, on ne doit pas porter de masque quand on fait une activité physique. Dans tous les cas, le protocole n'est pas si faux que ça. Le protocole dit qu'ils sont exemptés de port de masque pour les cours de sport. Alors, comment se fait-il qu'il y a des enfants qui le portent? Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait un enfant qui fasse un malaise, qu'il y ait un drame? On verra. Il y a eu aussi, sur le mois de février, toute une partie un peu de stigmatisation des enfants et des choses qui ont été relevées comme un système de notation. Ouais, alors si tu portes ton masque sous le nez, tu vas avoir un point en moins sur ta note. Si tu portes ton masque sous le nez, si tu le portes mal, tu vas être privé de récréation.
Donc évidemment, ça le protocole ne le prévoit pas, hein, on est bien d'accord. Et dans tous les cas, on a fait quelques petites recherches. Il y a des textes qui existent avant le Covid sur ce qu'un établissement a le droit de faire ou pas. Et par exemple, priver un enfant de récréation sur la totalité de la récréation, c'est interdit. Voilà. Donc c'est quelques petits exemples là que je vous donne. On a également eu, et ça rapporte avec ce qu'a dit Dr Chazoun juste avant, sur le respect en fait des médecins, on a eu des enfants qui se sont vus refuser l'accès d'établissements scolaires parce qu'ils ne portaient pas le masque. Alors, effectivement, le protocole impose un port de masque. Ils sont refusés, c'est dit. Certains enfants se sont présentés avec des certificats médicaux. Et bizarrement, alors que, enfin je sais pas, hein, j'ai été adolescente, enfant, tu te présentes avec un certificat médical, t'as mal au ventre, t'as ceci, t'as cela, ça passe, t'as le droit de... Voilà. Eh ben non, aucun certificat médical n'est accepté maintenant. Parce que les certificats médicaux doivent être remontés aux médecins scolaires, etc., examinés une deuxième fois pour voir si effectivement il y a lieu d'avoir une dérogation. Et il n'y en a pas. La seule dérogation possible, et clairement, c'est d'être handicapé. Je vais vous lire un petit témoignage de parents, qui est quand même marquant. Et vous allez pouvoir voir, effectivement, après, on a le registre qui est disponible, mais on a les petites affiches, les fameuses petites affiches que vous voyez un peu partout, qui s'appellent « Sous les masques », où c'est des extraits du registre avec les témoignages des parents. Et parfois, je vous avoue, ça fait froid dans le dos. Alors, je vais vous en retrouver un. Celui-là, il est pas mal. Mon fils de 12 ans est au collège. Il a une malformation des veines cérébrales. Nous l'avons appris lorsqu'il y a fait une hémorragie cérébrale juste le dernier jour avant les vacances de Noël. Son neuropédiatre nous a expliqué que l'hémorragie était due à des maux de tête répétés. En effet, depuis la fin du confinement, chaque retour au collège avec le masque lui donnait maux de tête à répétition. Ces maux de tête étaient dus au port du masque prolongé. Il a donc fait une hémorragie cérébrale. Le neuropédiatre nous a affirmé qu'un risque de récidive était possible. Le médecin traitant a demandé une dérogation du port prolongé et même proposé une visière. Le rectorat a tout refusé en bloc. Non considéré comme handicapé, mon fils n'a le droit à aucune dérogation et doit porter le masque toute la journée. Donc cette maman dit, les maux de tête ont repris, j'ai la peur au ventre, tous les matins que son cerveau ressaigne et avec les séquelles possibles qui en découlent. Je sais pas vous, mais voilà, ça va loin quand même, ça va vraiment très très loin. Et donc, d'ailleurs sur cette page-là, on a précisé mise en danger d'autrui. Parce que si cet enfant a de nouveau une hémorragie cérébrale et que ça arrive au sein de l'école, qui sera responsable? Contre qui les parents pourront se retourner si cet enfant meurt? Voilà un des exemples de témoignages qu'on a pu recueillir qui sont quand même assez forts. En autre répercussions, donc ça c'est dans la deuxième partie en fait du registre, donc les répercussions constatées du port du masque. Donc ça vous le savez, ce que la rectrice et les supérieurs nous disent, c'est qu'il existe des études qui prouvent que le masque n'est pas dangereux pour la santé de nos enfants. D'accord? Quelles études? Quelles études? Où sont ces études? Donc on les a demandées. On n'a jamais eu de retour. On a énormément de parents qui ont envoyé des mails pour demander ces études. On ne les a pas. A contrario, on a des témoignages, des situations qui prouvent que ce port du masque est dangereux et qu'il a des répercussions néfastes sur les enfants. Donc en répercussions constatées, je vous en cite quelques-unes, donc fatigue, maux de tête, nausées, problèmes dermatologiques. Donc vous le verrez sur une des affiches, un enfant qui a des petits boutons de partout,
Voilà. Parmi les choses qui ont été constatées et relevées, c'est le risque accru d'autocontamination. Parce que il ne faut pas oublier qu'on parle aussi d'enfants qui ont 6 ans, jusqu'à 10 ans, et bien sûr les collégiens et les lycéens, mais qui sont un peu plus matures, on va dire. Sur l'élémentaire, j'ai un témoignage que j'ai adoré, parce que j'ai trouvé ça tellement effarant. Je vous le lis. Donc je vous apporte le récit de ma fille, 6 ans. Elle me dit être allée aux toilettes et que pour je ne sais quelle raison, le masque est tombé dans la cuvette. Elle aurait alors rattrapé très rapidement, toujours selon elle, puis l'aurait tout simplement remis sur son visage. Elle était touchante parce qu'avant de me le raconter, elle m'a fait promettre de ne pas m'énerver et elle n'a rien dit à personne de peur d'être grondée. Voilà, petite fille de 6 ans qui s'est retrouvée avec un masque, qui était tombée dans des toilettes, normal. Donc, il n'y aurait pas eu cette obligation de port de masque, elle n'aurait rien eu sur le visage, tout va bien. Là, elle s'est retrouvée par contre avec des bactéries sur le visage. C'est pas très logique. Donc, on a toutes les répercussions physiques qui sont recensées effectivement dans le registre et on a également toute une partie de répercussions psychologiques, donc sur la santé mentale des enfants et des adolescents, avec de la démotivation. Évidemment, Dr Dechazon en a parlé tout à l'heure, et également des enfants qui ont envie d'en finir, qui ne voient pas quel est l'intérêt de continuer. Et on a également toute une partie culpabilisation des enfants, donc des influences de maîtresses, de directeurs, de maîtres. Par exemple, là, j'ai influence psychologique d'une maîtresse qui a demandé à mon fils d'essayer de nous raisonner. Donc, comme ça, c'est à l'enfant à raisonner ses parents. Les enfants qui doivent se cacher pour aller respirer aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mon fils, ce matin, devant l'école, il m'a regardé avec ses petits yeux en me demandant « Maman, est-ce que je peux enlever mon masque pour respirer ?» Maintenant, il faut demander la permission pour respirer. Et je finis avec toute cette partie justement stigmatisation. Donc un dernier exemple sur la semaine de tolérance. Donc alors j'ai 2 exemples. Semaine de tolérance, la fille acceptée sans masque mais mise seule dans une salle, sans cours, un surveillant de temps en temps, pas d'instruction, pas du tout de stigmatisation et de mise à l'écart, hein, c'est normal. Et la dernière, c'est la petite qui était du coup sans masque, a raconté à sa maman que lorsqu'elle était en train de discuter avec un groupe de copains, une maîtresse est venue leur dire « Éloignez-vous d'elle de 2 mètres et ne lui parlez plus. Puis à ma fille, tu seras seule et isolée tant que tu n'auras pas de masque. » Donc on a mis tout ça par écrit, ça fait 18 pages. Ça date du 28 février. Il y a eu d'autres témoignages depuis. On s'est arrêté au 28 février, c'était déjà un sacré boulot. L'objectif, c'est de mobiliser les autres parents, ceux qui se disent « c'est pas grave », ceux qui disent « mon enfant l'accepte normalement », ceux qui ne sont pas informés, qui pensent qu'il y a des choses qui sont normales alors que c'est pas normal. Notre rôle du collectif, c'est d'informer les gens et de dire « voilà ce que la loi dit déjà dans un premier temps ». Est-ce que cette application est OK? Si elle n'est pas OK, ce n'est pas normal. Il faut dire quelque chose. Donc voilà, je vais passer la parole du coup à Christelle qui va enchaîner. Ce registre est disponible là. On va le mettre également sur le drive du coup du collectif que vous pouvez du coup télécharger et diffuser au plus grand nombre. Et on l'a mis, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous forme de petites affiches sous les masques pour justement faire une distribution massive auprès des parents pour essayer de les mobiliser. Merci. Un grand merci à Jenny parce que c'est elle qui a fait vraiment un gros travail de compilation de tous vos témoignages. Alors, lorsqu'on a proposé ce registre au sous-préfet de Saint-Pierre, il a feuilleté comme ça, et puis il nous a dit, mais c'est quelques cas isolés. On lui a dit que c'était des centaines et des milliers de témoignages. Alors j'ai à côté de moi
une enseignante, parce que tous, évidemment, ce que nous avons montré, ce sont aussi des comportements totalement inadaptés. Évidemment, tous les enseignants n'ont pas ces comportements-là, mais ça montre bien qu'eux-mêmes sont perdus. Parce que pour avoir des attitudes comme ça, c'est qu'il faut être perdu. Donc cette mesure reste aberrante parce que ça nous confond, ça nous crée une confusion. Mais je voudrais accueillir Anne.